Et sur des raisons politiques, mais c'est pas la première fois qu'on s'engueulait pour des raisons politiques. On s'est souvent engueulé dans notre vie de copains Ouais. pour plein de sujets. Elle n'a rien dit pendant 20 ans. Puis, en une phrase, tout s'est effondré. Et si la vérité la plus violente n'était pas celle que l'on crie, mais celle que l'on retient trop longtemps? Tout a commencé par un murmure, un message glissé entre deux titres racoleurs, repris, déformés, amplifiés. La femme de Laurent Fontaine aurait enfin brisé le silence. En quelques heures, les réseaux s'embrasent, les mots s'entrechoquent. Trahison, mensonge, vengeance. Les commentaires s'empilent comme des verdicts. Chacun y va de son interprétation. Chacun croit savoir. Personne ne sait vraiment. Car derrière ce fracas numérique, il y a un homme, Laurent Fontaine. Un nom qui, pour toute une génération, évoque une télévision du cœur, une époque où l'on écoutait avant de juger. Un visage associé à des silences lourds, à des rideaux rouges, à des aveux murmurés sous une lumière tamisée. Pendant des années, il a fait pleurer la France entière. Aujourd'hui, c'est la France qui semble le juger, sans plateau, sans contradicteur, sans nuance. Les titres vont vite, trop vite. La vérité, enfin révélée. Un secret insupportable. Mais quelle vérité? Et surtout, pourquoi maintenant? Ce qui trouble, ce n'est pas seulement la rumeur, c'est le contraste. L'homme qui a bâti sa carrière sur la parole des autres aurait-il chez lui érigé le silence comme une forteresse? Il y a quelque chose d'indécent dans cette curiosité soudaine, comme si l'on voulait forcer une porte restée fermée par respect ou par peur. Pendant des décennies, la vie privée de Fontaine a résisté. Pas de scandale, pas de photos volées, pas de confidences larmoyantes dans la presse people. Une discrétion presque anachronique à l'heure de l'exposition permanente. Alors quand le silence vacille, la chute n'en est que plus brutale. Dans les commentaires, certains parlent de justice, d'autres de revanche. Beaucoup confondent vérité et règlement de compte. On oublie une chose essentielle. La vérité n'est pas un spectacle. Elle ne se consomme pas en quelques secondes. Elle a une histoire, et parfois elle fait mal parce qu'elle arrive trop tard. Qui est vraiment Laurent Fontaine aujourd'hui? Une star déchue, un symbole d'une télévision dépassée, ou un homme fatigué d'avoir trop longtemps porté les secrets des autres? Les réseaux aiment les réponses simples. La réalité, elle, est toujours plus inconfortable. Car l'on découvre peu à peu que cette affaire ne parle pas seulement d'un couple. Elle parle d'une époque, d'un rapport à l'intime, d'une société qui réclame la vérité mais refuse d'en payer le prix. Dans ce tumulte, une question demeure, lancinante. Et si l'homme qui a passé sa vie à écouter les confessions n'avait jamais trouvé l'espace pour dire la sienne? Le silence, parfois, n'est pas un mensonge, c'est une survie. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, ce silence, cette rumeur, cette chute brutale, il faut revenir en arrière. Bien avant les plateaux, bien avant la célébrité, à l'endroit précis où s'est forgée l'obsession d'un homme pour la parole des autres. Avant les rideaux rouges, avant les silences suspendus qui faisaient battre le cœur de millions de téléspectateurs, il y a eu une ville, des rues ordinaires et un adolescent qui observait plus qu'il ne parlait. Laurent Fontaine, né à Lyon, dans une famille de classe moyenne où l'on ne rêve pas de projecteur. On y apprend surtout la retenue, le travail et cette vertu presque oubliée aujourd'hui, attendre son tour pour parler. À l'école déjà, il se distingue par une curiosité tranquille. Pas le genre à lever la main pour briller, mais celui qui écoute les autres jusqu'au bout, qui retient une phrase, un regard, une hésitation. Ceux qui l'ont connu à cette époque parlent d'un garçon sérieux, parfois distant, mais jamais indifférent. Un garçon qui semble chercher, sans le formuler encore, ce que les gens cachent derrière leurs mots. Très tôt, il comprend que la parole est une matière fragile, qu'elle peut libérer, mais aussi détruire. C'est peut-être pour cela qu'il choisit le journalisme, non pour être vu, mais pour être au plus près de ceux qui racontent. Après ses études, il débute à RMC comme jeune reporter. Des débuts modestes, loin des studios feutrés. Le terrain, les voix tremblantes, les témoignages bruts. Là, il apprend la rigueur, l'urgence, mais aussi la pudeur. On ne pose pas n'importe quelle question à n'importe qui. On ne coupe pas une confidence comme on coupe une image. Puis vient Antenne 2. Le direct, l'imprévu. Cette sensation étrange de tenir une seconde de vérité entre ses mains sans jamais savoir si elle va lui échapper.
Fontaine s'impose lentement, sans éclat. Il n'a pas le charisme flamboyant de certains animateurs. Son atout est ailleurs, une capacité rare à laisser l'autre exister, à ne pas voler la scène, à accepter le silence comme une réponse. À cette époque, personne ne parle encore de télévision du cœur. On parle d'audience, de format, de part de marché. Mais lui observe. Il note que ce qui touche vraiment, ce ne sont pas les effets, mais les failles. Les gens ne veulent pas seulement être divertis, ils veulent être compris, reconnaître un morceau d'eux-mêmes dans la voix d'un inconnu. Cette intuition va le guider. Tandis que d'autres rêvent de célébrité, Fontaine rêve d'un espace. Un lieu où la parole serait centrale, respectée, presque sacrée. Un endroit où l'on ne rirait pas des émotions, où l'on ne les transformerait pas en caricatures. À ce moment-là, ce n'est encore qu'une idée vague, presque naïve. Mais les idées naïves sont souvent les plus dangereuses, parce qu'elles finissent par changer les règles du jeu. Dans les couloirs des rédactions, on le juge parfois trop sérieux, trop réservé. Certains pensent qu'il n'ira pas loin. Ils se trompent, car Fontaine n'avance pas vite, il avance profondément. Chaque expérience, chaque reportage, chaque silence nourrit une conviction. La télévision pourrait être autre chose, pas un tribunal, pas un cirque, un miroir. Mais aucune conviction ne devient révolution sans une rencontre. Et bientôt, sur son chemin, va apparaître un homme qui, lui, sait parler, sourire, occuper l'espace. Un homme avec qui cette vision encore floue va soudain prendre forme. La rencontre n'a rien d'un coup de foudre médiatique, pas de déclaration flamboyante, pas de promesses grandiloquentes. Juste deux hommes qui se reconnaissent sans se ressembler. D'un côté, Laurent Fontaine, réservé, méthodique, presque austère. De l'autre, Pascal Bataille, chaleureux, solaire, à l'aise dans la lumière comme d'autres le sont dans l'ombre. L'alchimie est immédiate parce qu'elle est asymétrique. Là où l'un structure, l'autre incarne. Là où l'un calcule, l'autre ressent. Nous sommes au début des années 1990. La télévision française cherche encore sa voie. Elle oscille entre divertissement clinquant et information froide. Fontaine et Bataille, eux, parlent d'autre chose. Ils parlent d'humain, de ce que l'on n'entend jamais à l'antenne, de ces mots coincés dans la gorge que personne ne prend le temps d'écouter. Ensemble, ils fondent Palace Télévision, une société indépendante, presque artisanale au départ, mais animée par une idée dangereuse, rendre la parole au public sans la ridiculiser. Les premiers formats tâtonnent, expérimentent. On teste, on ajuste, on se trompe parfois. Mais peu à peu, une mécanique se met en place. Fontaine observe les réactions, affine les dispositifs. Bataille, lui, teste la proximité, la chaleur, l'écoute. Le duo comprend une chose essentielle. Pour que la vérité surgisse, il faut un cadre, une scène, un rituel. Sans cela, la confession se dissout dans le chaos. C'est ainsi que naît « Il y a que la vérité qui compte », un titre simple, presque solennel, un décor minimaliste, un rideau rouge, une lumière douce, une attente. Derrière ce rideau, des secrets. Devant, des regards suspendus. Le génie du concept ne réside pas dans le choc, mais dans la lenteur. On laisse le temps s'étirer. On laisse le silence travailler. Fontaine orchestre cette attente comme un chef d'orchestre invisible. Bataille, lui, accueille, rassure, accompagne. Très vite, l'émission devient un phénomène. Des millions de téléspectateurs se retrouvent chaque semaine devant leur écran. On pleure, on s'indigne, on espère. Les familles se reconnaissent dans ces histoires d'amour manqué, de pardon impossible, de mots trop longtemps retenus. Pour beaucoup, c'est plus qu'un programme, c'est un rendez-vous intime avec leurs propres souvenirs. Mais derrière l'émotion collective, une question commence à poindre. Discrète, presque inaudible. Jusqu'où peut-on aller ? La vérité est-elle toujours libératrice ? Fontaine déjà se la pose. Il sait que chaque rideau qui s'ouvre emporte une part de vie réelle. Il sait aussi que la frontière entre sincérité et mise en scène est mince, trop mince. Pourtant le succès est là, écrasant, les audiences explosent, les chaînes applaudissent, la machine est lancée. Dans l'ombre, Fontaine consolide. Il sécurise les droits, protège les formats, pense déjà à l'après. Bataille, lui, reste au contact du public, fidèle à cette chaleur qui fait la force du duo. Ensemble, ils deviennent indissociables. On ne parle plus de l'un sans l'autre. Deux visages d'une même télévision, celle qui ose montrer la fragilité sans en avoir honte.
Et pourtant, comme souvent dans les grandes aventures, la réussite porte en elle les germes de la fracture. Car plus l'émission touche juste, plus la pression s'intensifie. Chaque numéro doit être plus fort que le précédent, chaque silence doit peser davantage. Et derrière le rideau rouge, la vérité commence parfois à coûter très cher à ceux qui la portent. Car lorsqu'on fait entrer l'émotion dans le salon de millions de Français, il arrive qu'elle ne veuille plus jamais en sortir. À l'écran, tout semble fluide. Les confidences s'enchaînent, les larmes coulent avec pudeur, les silences paraissent maîtrisés. Mais derrière ce calme apparent, une autre réalité s'impose, plus rude, plus brutale. Le succès n'est jamais gratuit. Et pour Laurent Fontaine, il va rapidement se transformer en fardeau invisible. Car Fontaine n'est plus seulement l'homme du concept, il devient le gestionnaire, le stratège, celui qui porte sur ses épaules des équipes entières, des contrats complexes, des enjeux financiers colossaux. La télévision du cœur, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est devenue une entreprise lourde, exigeante, impitoyable. Chaque minute d'antenne coûte cher. Chaque émotion doit être calibrée sans jamais en avoir l'air. Le moindre faux pas peut tout faire basculer. Dans les couloirs des chaînes, on commence à murmurer que Fontaine est exigeant, parfois trop. Certains collaborateurs parlent d'un homme froid, obsédé par le contrôle. D'autres, au contraire, évoquent un perfectionniste rongé par la peur de trahir l'esprit de l'émission. La vérité se situe sans doute entre les deux. Car comment protéger l'authenticité quand elle devient un produit ? Comment préserver la dignité des invités quand l'audience réclame toujours plus d'intensité ? Pendant que la machine tourne à plein régime, une autre fissure s'ouvre, loin des projecteurs. Dans la vie privée de Fontaine, le silence s'installe. Son mariage, longtemps préservé des regards, se délite. Pas de scandale, pas de cris, pas de une. Juste une distance qui s'installe, puis une séparation discrète. Comme si l'homme qui avait consacré sa vie à écouter les autres n'avait plus l'énergie de parler chez lui. Ce divorce, presque invisible médiatiquement, marque pourtant un tournant. Ceux qui l'entourent ne décrivent un homme plus fermé, plus dur avec lui-même. Fontaine continue de sourire à l'antenne, mais quelque chose s'est brisé. Il connaît désormais le revers intime de ce qu'il a tant montré, la douleur muette, celle qui ne trouve pas de mots. L'ironie est cruelle. Lui qui a offert une scène à tant de vérité n'a jamais exposé la sienne. À la fin des années 2000, le paysage audiovisuel change brutalement. Les chaînes veulent du rythme, du clash, du buzz immédiat. La lenteur devient un défaut. L'émotion, un outil à exploiter rapidement. Le duo, Bataille-Fontaine, fatigué, sans que le vent tourne. Les audiences baissent, les critiques se font plus acerbes. Certains accusent l'émission de voyeurisme, d'autres de manipulation affective. Fontaine encaisse. Il décide de se retirer partiellement de la lumière, préférant travailler dans l'ombre. Il produit, conseille, restructure. Il protège ce qu'il peut encore protéger. Les droits, l'héritage, l'idée originelle. Mais il sait que quelque chose est terminé. Une époque se referme et, avec elle, une certaine idée de la télévision. Ce retrait progressif n'est pas une fuite. C'est une stratégie de survie. Fontaine comprend que pour durer, il faut parfois disparaître. Pourtant, cette disparition a un prix. Elle l'isole. Le public l'oublie peu à peu. Les jeunes générations ne connaissent plus son nom. Et l'homme qui faisait vibrer les salons français devient une figure du passé, respecté mais relégué. Dans ce silence retrouvé, une question commence à le hanter. A-t-il donné trop de lui-même à l'écran ? A-t-il confondu contrôle et protection ? Car lorsqu'on bâtit une carrière sur la vérité des autres, on finit par payer, tôt ou tard, le prix de ses propres non-dits. Lorsqu'il s'éloigne des plateaux, beaucoup imaginent un retrait paisible. Une retraite méritée après tant d'années à porter les émotions des autres. La réalité est plus trouble, car quitter la lumière ne signifie pas disparaître du débat. Pour Laurent Fontaine, le silence n'est jamais total. Il observe, il écoute encore, et surtout il pense. Les années passent, et le monde qu'il retrouve n'est plus celui qu'il a quitté. La parole s'est accélérée. Les réseaux sociaux jugent avant de comprendre. Les nuances se perdent dans la colère instantanée. Fontaine, qui a bâti toute sa carrière sur la lenteur et l'écoute, se sent étranger à cette époque pressée. Peu à peu, il prend position. Sur les plateaux de débat, dans quelques interviews choisies, il critique ce qu'il appelle la perte de pudeur, l'exhibition permanente des émotions, la dictature de l'indignation. Ces mots font mouche, trop peut-être. En 2021, une phrase en particulier déclenche une tempête.
Les réseaux sociaux ont détruit la pudeur. En quelques heures, il est catalogué. Pour certains, il devient un réactionnaire. Pour d'autres, un homme courageux qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Fontaine découvre alors une nouvelle forme de violence, celle du jugement sans écoute. Ironie cruelle pour celui qui a toujours prôné le contraire. Cette période marque un basculement intérieur. L'ancien homme du cœur devient, aux yeux du public, un polémiste. Lui qui refusait le clash se retrouve enfermé dans une caricature. Chaque mot est disséqué, chaque silence interprété. Il comprend soudain ce que vivaient certains invités de son émission, livrés au regard des autres sans filet. La boucle est bouclée. En 2023, contre toute attente, il accepte de revenir. Le retour de « Il y a que la vérité qui compte » provoque une vague de nostalgie. Le public est au rendez-vous. Les visages ont vieilli, les voix sont plus graves, mais la complicité est intacte, en apparence. Car derrière les sourires, Fontaine est fatigué. Ceux qui travaillent avec lui remarquent un homme plus lent, plus grave. Il plaisante encore, mais son regard se perd parfois, comme s'il cherchait à respirer dans un monde devenu trop bruyant. Le tournage d'un épisode marque un tournant silencieux. Fontaine se sent mal. Rien de spectaculaire. Juste un épuisement profond, accumulé au fil des années. Quelques jours plus tard, il est hospitalisé pour un malaise lié au stress. L'information ne filtre presque pas. Son entourage veille à la discrétion, Pascal Bataille lui rend visite régulièrement. Aucun communiqué, aucun récit héroïque, seulement le silence. Encore. À sa sortie, Fontaine apparaît amaigri, apaisé en apparence. À un journaliste, il confie une phrase qui résonne comme un aveu. Il faut apprendre à se taire pour entendre. Beaucoup y voient un message adressé à ses détracteurs. En réalité, il s'agit d'une décision intime. Fontaine choisit de se protéger, de réduire ses apparitions, de quitter les débats politiques. Il comprend qu'il n'a plus rien à prouver. Ce retrait n'est pas une défaite, c'est une lucidité tardive. L'homme qui a consacré sa vie à écouter les vérités des autres accepte enfin de regarder la sienne. La fatigue, la solitude, le poids des années passées sous le regard du public. Il cesse de vouloir convaincre, il cesse de répondre. Dans un monde qui crie sans cesse, il choisit la retenue. Mais cette mise à distance soulève une dernière question, plus vertigineuse encore. Que reste-t-il d'un homme public lorsqu'il cesse de parler ? Est-il condamné à l'oubli ou commence-t-il enfin à exister pour lui-même ? Il n'y a pas eu d'annonce officielle, pas de générique d'adieu, pas de grande phrase destinée à entrer dans l'histoire. Laurent Fontaine a simplement cessé d'être là. Un jour, il était encore sur les plateaux. Le lendemain, son absence est devenue une évidence, comme une chaise vide que l'on remarque trop tard. Aujourd'hui, il vit loin du tumulte médiatique, partagé entre Paris et la Provence. Ceux qui le croisent parlent d'un homme plus calme, presque apaisé. Entouré de livres, de souvenirs, de silences choisis, il ne fuit pas, il se retire. La nuance est essentielle. Fontaine n'a jamais aimé les adieux spectaculaires. Il sait que les vraies fins ne font pas de bruit. Son héritage, pourtant, est partout. Il y a que la vérité qui compte continue d'être rediffusée, commentée, imitée. Dans un paysage audiovisuel saturé d'images rapides et de polémiques éphémères, l'émission incarne une nostalgie puissante. Celle d'un temps où l'on prenait le risque d'écouter jusqu'au bout, où la parole n'était pas immédiatement jugée, moquée ou découpée en extraits viraux. Beaucoup de jeunes téléspectateurs découvrent aujourd'hui ces images comme on ouvre une vieille boîte de lettres. Avec étonnement, avec émotion, ils y voient une télévision lente, presque maladroite parfois, mais profondément humaine. Une télévision qui acceptait les silences, les hésitations, les regards fuyants, une télévision qui croyait encore que dire la vérité pouvait réparer quelque chose. Dans le milieu, Laurent Fontaine reste une figure respectée. Pas unanimement aimé, mais jamais oublié. On évoque un homme exigeant, parfois dur, mais fidèle à une intuition simple. Offrir un espace à ceux qui n'en avaient pas. Il a bâti sa carrière sur la parole des autres. Et peut-être est-ce pour cela qu'il protège aujourd'hui la sienne avec tant de soin, car au fond, son histoire ne parle pas seulement de télévision. Elle parle de nous, de notre rapport à l'intime, de cette contradiction permanente. Nous exigeons la vérité, mais nous supportons mal qu'elle nous dérange. Nous réclamons la transparence, mais nous condamnons ceux qui vacillent sous son poids.
Alors, au terme de ce récit, une question demeure. Une question simple mais inconfortable. Dans un monde où tout se montre, tout se commente, tout se juge en ligne, qui a encore le courage de se taire pour ne pas se perdre? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé un souvenir, une émotion ou même un désaccord, prenez un instant, laissez un commentaire. Que représentait pour vous cette télévision du cœur? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se souvient de cette époque. Abonnez-vous pour continuer à faire vivre ces récits, ces visages, ces vérités que le temps tente parfois d'effacer. Car certaines histoires méritent mieux que l'oubli. Et parfois, la dernière vérité, c'est simplement de se souvenir.